T'es diplômé de quelle école, du coup, de kiné? Alors, rien à voir avec Grenoble, je suis diplômé d'école d'Amiens. Ok, La seule chose qui est en commun, c'est que c'est deux écoles publiques. Master. d'accord. Et tu es diplômé de quelle année? 2013. 2013. Ok, donc un an après moi. Ok. Et du coup, si tu veux bien me redire un peu ton parcours vite fait et surtout ce que tu fais aujourd'hui, parce que du coup, tu m'as dit un petit peu, mais tu as aussi des activités très diversifiées. C'est un des points communs qu'on a. Ouais, là, ça marche. En gros, j'ai deux casquettes. Je suis kinésithérapeute depuis 10 ans, 11 ans, avec une expérience vraiment implantée sur les rhumatismes inflammatoires. Ok, Ok, donc j'aime beaucoup bosser là-dessus. Et en parallèle, depuis que je suis diplômé, j'ai toujours continué des études, master, doctorat. Et aujourd'hui, j'ai un doctorat en épidémiologie clinique, euh, et avec une valence vraiment orientée sur les nouvelles technologies et notamment les applications, les traceurs. Voilà, c'est ça que j'ai beaucoup étudié. Aujourd'hui, je suis nommé à partir de septembre à l'université Paris-Cité comme maître de conférence, notamment sur enfin, ma partie de recherche concerne la rééducation digitale. Donc c'est finalement le kiné augmenté par la technologie. Et sinon, ça fait 3 ans que je suis directeur scientifique de la startup Axomo, qui commercialise depuis 5 ans maintenant une application qui est assez couteau suisse. Donc ça sert à prescrire des programmes d'exercice pour les patients. Donc la porte d'entrée, c'est toujours le professionnel de santé euh, qui prescrit à un patient donné un programme d'exercice qui propose du contenu éducatif également. Et ça permet donc aux patients d'être plus autonomes, donc de savoir quoi faire, quand, etc. Plus, ça permet de maintenir un lien indirect, et c'est vraiment ça que j'aimerais discuter aujourd'hui. mm, C'est ce lien indirect qui porte différemment en fonction des pays. En France, on appelle ça de la télésurveillance, qui fait que le thérapeute, de manière asynchrone, garde un œil sur ce que fait le patient. Le patient, lui, ça transcende complètement son observance parce qu'en fait, il sait qu'il a regardé, il est rassuré parce qu'il sait que si ces indicateurs vont pas dans le bon sens, il va être recontacté par le kiné et il peut poser toutes ces questions. ok. Ouais, donc c'est plus clair pour moi en fait. Derrière rééducation digitale, tu mets avec des outils technologiques, numériques. C'est plutôt ça. Parce que moi, rééducation digitale, je mettais rééducation par le biais d'internet à distance, tu vois, type téléconsultation. En tout cas, tout ce qui est à distance. Alors que toi, tu intègres aussi le fait que, par exemple, tu vois en vrai les gens, tu leur prescris des exercices via une application. Et même si finalement tu les vois pas forcément après via l'application, c'est pour toi, c'est de la rééducation digitale aussi, d'utiliser des technologies au cabinet sans. En fait, dans l'éducation digitale, c'est une grande famille où tu mets dedans la réalité virtuelle que tu peux utiliser au cabinet, Ok. par exemple. Hmm. Tu peux mettre des séances de téléconsultation que tu pratiques, ça Ok. sur l'hyperhidrose, et tu peux mettre aussi simplement de la prescription de médicaments digitaux. Et même quand tu fais déjà ton bilan kiné sur une application Ticobus, derrière tu envoies des éléments de transmission, et sur une forme de rééducation digitale. Ok, ouais, je comprends déjà. Ok, mieux. Et après, toi, du coup, la problématique que vous avez aujourd'hui, que tu m'as évoqué, c'est que aujourd'hui, de par notre nomenclature, si par exemple un professionnel de santé fait le choix donc d'utiliser une application, un outil comme celui que vous proposez ou d'autres, et que sur son temps de travail, il passe du temps, par exemple, à interagir à distance par SMS via une application avec un des patients qu'il a vu au cabinet, à l'heure actuelle, c'est pas du tout valorisable financièrement. Ça peut peut-être lui rapporter de la satisfaction de ses patients, c'est super, de la satisfaction pour les patients, mais si on consacre du temps à ça, tu vas me confirmer ou non, bah, à l'heure actuelle, le cadre juridique et nomenclature ne permet pas en fait d'être rémunéré pour ça. Ouais, c'est ça exactement. Ça tombe dans la grande famille des choses que tu peux faire qui ont un service médical rendu évident, mais qui aujourd'hui ne sont pas facturables. Et du coup, c'est au bon vouloir du kinésithérapeute. Et ce qui se passe au final, c'est que finalement, les gens ne le font pas ou le font très peu. Tu vois versus d'autres pays où c'est déjà en place, où justement cette rééducation à distance, enfin, cette télésurveillance qu'on appelle aux États-Unis remote therapeutic monitoring, il y a des actes qui existent, il y a des codes de facturation qui existent, Mm. et
donc c'était complètement dynamisé depuis maintenant 2 ans que ça existe. Idem en Allemagne. Et donc ça fait sens et c'était plus dans les pratiques courantes. Alors Ok. qu'aujourd'hui, si je dis à un thérapeute, tiens, regarde ton patient, tu sais que en fait, si tu prends du temps pour répondre à ces questions en dehors des séances Mm. et ajuster son programme, je pense que la plupart des confrères vont dire, mais t'es fou en fait, moi, genre, jamais je leur demande de faire ça. Ah, bien sûr, ouais, c'est clair. Et du coup, Je sais pas, 3 heures dans ta semaine qui sont bloquées pour ça. mm, Ces 3 heures où t'es payé parce que ça fait partie de mm. ton forfait de facturation. Là, par contre, ça fait sens. Après, ça pose quand même des vraies questions de l'ordre de la responsabilisation des patients et des patientes. Est-ce que c'est à la société, on va dire, alors ça dépend bien sûr du contexte, mais il y a un vrai choix politique quand même derrière ça, est-ce qu'on souhaite pousser là, on va dire, le degré, pas d'irresponsabilisation, c'est parce que ça a une connotation négative, mais en tout cas, voilà, est-ce que le rôle du professionnel de santé, c'est d'être toujours une béquille, même quand le patient n'est pas là. Enfin, j'imagine que dans les documents que je n'ai pas lus, la littérature académique, il y a cet angle-là aussi qui est apporté, qui est abordé. Ouais, complètement. Alors, ça, c'est différentes visions de voir les choses. Mais ce qu'on sait, c'est que quand tu prescris un programme à un patient, il y a au mieux 30% des gens qui vont le faire. C'est-à-dire que 2 tiers des gens ne vont pas le faire. Donc, on peut se dire qu'il y a 2 tiers des gens qui sont de mauvaise volonté. Ou alors, on peut aussi chercher des autres explications. Et parmi ces autres explications, il y a notamment le fait que pour un patient, se rappeler d'un enchaînement d'exercices qu'il doit réaliser sans se faire mal, alors qu'il est déjà en situation où il est en train de s'inquiéter pour son activité physique, c'est un réel challenge. Et c'est presque de l'ordre de l'impossible, en fait. Et quand tu as des patients qui sont bien quantiqués, qui sont vraiment intéressés par leur prise en charge et qui reviennent en disant, bah, en fait, je l'ai pas fait, et ça peut être aussi parce que ils ont manqué de temps ou parce que voilà, ils n'étaient pas bien adhérents, mais il y a aussi plein d'autres barrières qui rentrent. Et le fait de ne pas être rassuré, le fait de ne pas se souvenir, c'est des choses qui sont vraiment hyper présentes dans le fait que, au final, la personne. Parce que ces applications, elles intègrent aussi, par exemple, la quantification du volume d'activité globale, parce qu'on sait aujourd'hui que, en fait, c'est pas forcément pertinent de faire tel exercice pour les lombaires de 10 répétitions et que ce qui compte pour beaucoup de pathologies, sans rentrer dans les détails, c'est surtout le niveau d'activité physique réalisé sur la semaine, au-delà de faire telle et telle séquence d'enchaînement d'exercices. C'est quelque chose qui entre en compte justement dans ces applications et dans ces... Ben, pour pas parler que d'Axmo, Ouais. je suis qualifié scientifique, il y a dans les applications qui existent aujourd'hui, elles sont principalement orientées sur la prescription d'un programme personnalisé pour un besoin donné. T'as une entorse de cheville, t'as une amputation, t'as un problème lié de l'ordre de la santé de la femme, peu importe, on va te donner un programme d'exercice thérapeutique pour ça. Après, sinon, on tombe dans une forme d'activité physique adaptée, où on a une dose plus globale, où on est intéressé à ton nombre de pas par jour, on va s'intéresser à ta quantité globale de mètres. Là, on tombe sous d'autres applications et d'autres professionnels qui sont derrière. Mais pour les kinésithérapeutes, Ok. là où eux, ils peuvent avoir un rôle et une responsabilité, c'est de savoir, au regard du programme que tu es censé faire pour aller mieux, dans quelle mesure moi je t'ai accompagné pour le faire et comment tu as réussi à instrumentaliser ce temps en dehors des séries. Ok. Et juste, j'avais entendu parler d'une start-up d'ailleurs qui a fermé justement par rapport à son modèle de rentabilité, qui était, je crois ça, mais tu dois connaître dans la pédiatrie, l'aide aux enfants, il y avait le son ou et a dedans, et eux, ils avaient trouvé, il me semble, un modèle économique qui permettait de rétribuer des médecins pédiatres, des infirmières auxiliaires puériculture et d'autres, je crois, des psychologues aussi. Tu connais du coup et quel était leur modèle économique? Ils étaient français. Ça te dit rien? Non, alors je vois pas, mais effectivement, en fait, dans le monde de la rééducation, bah, pour être dans un univers maintenant un peu de start-up, Ouais. dans plein de domaines qui intègrent la prise de rendez-vous des médecins, l'intelligence artificielle pour des comptes rendus ou justement l'intelligence artificielle mise au service de la pharmacologie, tu te rends compte que le champ de la rééducation et donc de la santé numérique en rééducation, c'est vraiment un domaine qui brasse très peu d'argent, etc. Et la question qu'on pose souvent, c'est mais comment vous payez en fait? Qui paye pour ça? Soit tu vas avoir un remboursement possible qui va être attribué, donc là c'est toute notre stratégie Proxmove en ce moment, soit c'est dans le bon vouloir un peu des thérapeutes qui, dans leur
déontologie vont dire ah oui effectivement si moi je prescris demain un exercice, un point d'exercice à mon patient, je lui rends quand même un service médical et ça fait partie de ma mission. Mais par contre je vais pas être plus payé pour le faire voir, ça va me faire prendre du temps. Et c'est pour ces raisons que en parallèle de proposer un outil qui montre ses preuves, on réfléchit aussi beaucoup à comment on peut valoriser les kinésithérapeutes, comment ils peuvent aussi être payés pour le temps qu'ils passent à faire ça. Ok, mais donc tu connais pas là les cas parce qu'enfin en tout cas j'en suis sûre qu'il existe. Je te retrouverai peut-être les noms après, mais qu'il y a vraiment des applications en France qui ont pu rémunérer. Il y a, je crois aussi il y a la start-up Alan. Alors eux c'est, je sais pas, tu connais Alan du coup la mutuelle, voilà. Et eux par exemple ils ont aussi pour leurs utilisateurs, les gens qui donc de par leur entreprise ont accès à cette mutuelle là. Il y a une interface avec des kinés et avec d'autres professionnels de santé où les kinés, n'importe qui peut avoir accès à un kiné pour par exemple un problème de dos et ils échangent par chat avec ce kiné-là. Donc là, eux, j'imagine que c'est intégré finalement, voilà, dans les bénéfices. Ouais, exactement. En fait, l'autre voie d'accès qui n'est plus du tout sur l'argent public, c'est Ouais. sur via les mutuelles, où eux peuvent proposer leurs bénéficiaires, comme ils vont proposer des montures de lunettes solaires, et ils vont se dire, et puis en plus de ça, on te permet d'accéder en libre accès à un kinésithérapeute, à un médecin spécialiste. Et il y a même maintenant des forfaits qui existent, alors c'est très décrié, mais qui te permet, c'est un peu comme Netflix, hein, tu payes 10 € d'abonnement par mois et tu peux avoir accès en téléconsultation à des médecins spécialistes. Ouais. Et là, en fait, c'est une voie d'accès qui existe, mais en tout cas, c'est une voie privatisée, si tu veux. C'est pour c'est un peu comme, on arrive comme le système qui nous a dit, tu peux accéder à ça parce que ton entreprise te permet d'avoir une bonne mutuelle. Ok. Donc vos pistes donc de financement possible, si vous estimez que c'est vraiment important que les kinés soient rétribués au moins un peu pour ce temps passé finalement en asynchrone avec leurs patients, c'est soit de faire du lobbying auprès des services publics pour arriver à convaincre que ça doit faire partie des financements possibles, voilà, soit par, alors je ne sais pas du coup soit au niveau national, soit au niveau local, peut-être par les CPTS ou je sais pas, soit du coup aller voir les acteurs privés, et soit c'est ce que tu évoquais peut-être aussi, sinon individuellement au kiné de facturer dans le cadre d'activités hors convention. C'était quelque chose de cet ordre-là que du coup tu évoquais. Ouais, exactement. Quand je discute avec les autres acteurs, alors ce sont pas forcément des applications qui prescrivent des exercices, mais il y a des applications qui servent à accompagner les enfants qui sont 10, par exemple, en orthophonie. Voilà, il y a des choses comme ça, des applications pour la santé de la femme aussi. On se rend compte qu'effectivement, là aujourd'hui, la course entre guillemets, c'est de pouvoir bénéficier de ce mode de remboursement que propose aujourd'hui la sécurité sociale. Donc il y a ce système Pécan pour prise en charge anticipée, soit pour ce qu'on appelle les digital therapeutics. C'est des applications qui fonctionnent en autonomie sans que le thérapeute soit derrière. Okay. Si toi t'es un patient, tu peux la télécharger et l'utiliser directement via un algorithme. Et il y a un mode pour aussi des applications de télésurveillance. Donc là, c'est le modèle dans lequel on s'inscrit. Où là, il y a un thérapeute qui prend du temps pour suivre à distance, de manière asynchrone. Donc aujourd'hui dans l'écosystème, donc c'est vraiment, on voit que ça suscite un très grand intérêt. Encore que la commission derrière, donc la CNILS, qui est constituée d'une vingtaine de personnes qui votent à main levée et in fine, est très regardante et extrêmement regardante sur les preuves d'efficacité qu'elle où tu dois passer par un essai contrôlé randomisé de très bonne qualité, et donc vraiment monter patte blanche et comment dire, et valider tout un tas d'exigences réglementaires et comment dire, je cherche mon mot, sur comment dire, l'interopérabilité, sur la sécurité des données. Enfin, ça semble logique, mais il y a quand même un cahier des charges qui est très important. Donc ça, c'est la première chose, c'est le remboursement. La deuxième chose, c'est via les mutuelles. Ensuite, tu as aussi via des systèmes régionaux en passant forcément par aussi les CPTS. Nous, on a aujourd'hui une CPTS qui nous achète des licences. Voilà, je sais plus si c'est bien l'URPS. Mais ouais, mais là, quand tu parles d'acheter des licences, encore une fois, c'est vous êtes rétribué. Par contre, ça ne rétribue pas derrière le professionnel de santé. Oui, voilà. Il y a deux choses. Ouais. Il y a deux choses. Sachant que aujourd'hui, il y a aussi maintenant le forfait famille
qui permet aux professionnels de santé d'avoir un remboursement à hauteur de 350 € Oui. d'une solution de téléconsultation. Ouais, mais ça, enfin, je veux dire, c'est pour l'outil, l'application, mais encore une fois, le temps qu'il va passer sur son temps perso, voilà, à gérer, là, il n'y a pas de rémunération possible actuellement. Voilà, vous cherchez finalement les partenariats que vous nouez, c'est déjà pour pouvoir financer du coup l'utilisation de l'application gratuitement par les professionnels, ce qui est déjà une chose, mais voilà. Ok. Voilà, t'as bien compris l'enjeu. Donc d'un côté, il y a financer l'application. De l'autre côté, c'est oui, mais à l'acte, à la séance, pour mon patient donné, le temps que je passe, comment je suis valorisé. Et ça, moi, j'arrive là, je discute avec toi, mais j'ai pas la réponse en fait. Au-delà on espère pouvoir obtenir le remboursement, mais au-delà de ça, est-ce que c'est au kinésithérapeute de proposer un dépassement d'honoraires pour cet acte en plus? Est-ce que finalement c'est au kinésithérapeute de proposer un acte hors nomenclature pour dire, vous voyez là finalement, moi je peux vous accompagner à distance pour vos séances que vous ferez chez vous. Par contre, ça rentre dans quelque chose qui n'est pas dans la nomenclature actuelle, et donc je propose un tarif qui est dissocié. J'ai pas la réponse, et en plus ce sont des questions éthiques, mais je suis intéressé en tout cas d'en discuter et d'avoir les différents points. Ouais, mais pour moi, tu vois, ça soulève des questions éthiques, mais à l'autre bout aussi, le fait finalement d'aller plutôt vers un financement public ou privé, enfin voilà, il y a plein de degrés. Bon, on va se concentrer sur ce point-là. C'est vrai que enfin moi ça me passionne de toute façon, comme beaucoup de sujets, mais du coup quand tu dis de faire, parce qu'après il y a le cadre légal quand même qui est assez contraignant pour les kinés à l'heure actuelle, parce que si par exemple, on va prendre un exemple, je sais pas si c'est représentatif de type de patient, quelle est finalement, tu pourrais me dire la prise en charge, on va dire la plus standard qui permettrait d'utiliser du coup votre application, c'est quoi le truc le plus classique? Aujourd'hui, donc on a des centaines de kinésithérapeutes qui utilisent en libéral. Dans plein de contextes, hein. Il y en a qui sont déjà dans des philosophies parce que je sais pas, ils ont été formés à un moment donné de leur vie en McKenzie, et donc ils sont déjà dans un mindset de faire aux patients des choses entre les séances. Alors on a aussi beaucoup des gens qui sont dans le domaine de la kiné-respi, qui ont des cabinets de kiné-respi, qui fonctionnent en séances intensives de 2-3 mois avec leurs patients, qui mettent ensuite des fenêtres. Et ce contexte-là fait que ils ont des actes qui sont bien valorisés. Donc en fait, ils se sentent plus en capacité de dire je vais aussi moi prendre du temps pour faire autre chose. Et 2, ils ont des patients qui voient de manière intensive, puis ensuite qui ne voient plus et qui vont revoir par la suite. Donc ils observent directement ce que ça fait un patient qui, pendant les 2-3 mois sans avoir été vu, a continué à être actif ou ne l'a pas été. Et donc, on remarque que dans la kiné-respi, ils ont un peu un temps d'avance pour dire, ok, qu'est-ce que je mets en place, moi, kinésithérapeute, comme outil pour continuer de... Parce que là, si on prend encore un exemple finalement, donc la kiné-respi, si le kiné estimait que au regard du temps que ça lui prend, donc typiquement quelqu'un qui voit pas au cours d'une exacerbation BPCO voilà, et qui fait un peu de l'éducation thérapeutique, qui lui apprend le drainage bronchique, etc., sur plusieurs semaines après pour qu'il soit éventuellement autonome du mieux possible en cas d'une nouvelle crise. Il le voit sur pas mal de semaines, et il essaie justement comme ça entre les séances de voir s'il arrive tout seul à la maison à faire des choses, etc. Et le kiné estime que ça lui prend quand même beaucoup de temps en dehors de la séance de suivi par semaine, peut-être 30 minutes en tout cas en cumulé sur la semaine d'interaction avec le patient, ou de consulter juste parce qu'il y a ils peuvent interagir par chat aussi, hein, c'est pas juste ils regardent ce qu'il a fait, c'est ça. Ouais. Et donc ouais, voilà. Et donc, il estime que une demi-heure fois le nombre de patients, c'est vraiment pas possible au regard de la séance de kiné-respi, même s'il est un tout petit peu mieux payé qu'une séance pour la lombalgie, c'est quand même pas folichon. Du coup, il estime aujourd'hui, s'il voulait facturer un acte hors nomenclature en plus, légalement, en plus, ça rentre pas dans le cadre du tout de ce qu'on a le droit de le faire, parce que la rééducation drainage bronchique dans le cadre d'une BPCO, c'est dans la nomenclature. Et donc, que dit la réglementation actuelle, c'est que on n'a pas le droit de facturer un acte hors nomenclature si ça rentre dans l'acte
c'est dans ce cas-là, c'est pas un dépassement pour exigence. Sauf si on arrive du coup à interpréter en disant que c'est une forme de dépassement pour exigence parce que le patient est chez lui, et que du coup c'est des situations particulières de lieu. Mais franchement, ça semble très tiré par les cheveux. Et vous ne pourriez de toute façon pas communiquer sur ce cadre légal là parce que j'imagine que ça vous attirerait des ennuis et c'est pas possible. Donc à l'heure actuelle, si c'est dans le cadre typiquement de une rééducation de drainage bronchique suite à une exacerbation, ce serait pas possible dans le cadre légal selon ma compréhension, mon interprétation. Par contre, si c'est j'en sais rien, prévention de blessures en course à pied, d'incorporation d'articles d'exercices ou dans un objectif sportif, là oui, parce que du coup c'est de toute façon des séances qui seraient fracturées de la poche du patient à 100%, et du coup là le kiné serait libre de facturer ce qu'il veut en fait et d'intégrer le coût. Mais dans le cas classique que tu décris, soit rééducation lombalgique chronique ou aiguë ou drainage bronchique, de toute façon il n'y a pas de, légalement en tout cas, le cadre légal ne permet pas de le faire, quoi. C'est ça, exactement. T'as bien compris. La subtilité, c'est que d'un côté, par exemple, ton patient, pendant un mois, tu vas le voir 3 fois, 4 fois par semaine. On va dire 3 fois par semaine, donc tu vas le voir 12 fois en tout. Donc tu as côté 12 séances, 12 actes. D'un autre côté, si tu prends le modèle de cette surveillance, tu vas le voir par exemple une fois par semaine, mais les 2 autres séances, ou même plus, parce qu'en fait, il va potentiellement le faire 3, 4, 5 séances en autonomie chez lui. Donc tu vas arriver à la fin au même nombre potentiellement de séances d'exercices réalisés, sauf que tu vas en avoir côté 4. Donc toi, tu peux imaginer que tu vas avoir par rapport à un patient moins de séances que tu peux avoir côté. En parallèle, tu vas avoir passé un petit peu de temps pour le suivre à distance, et ce petit peu de temps pour suivre à distance, aujourd'hui, tu vas pas pouvoir le rémunérer. Ouais, c'est double peine. En fait, c'est exactement ça. Et donc, quand on discute avec des syndicalistes, avec d'autres personnes, il y a des différents modèles qui émergent en fait. Par exemple, le fait pour les maladies chroniques d'être payé à l'acte, mais d'être payé aussi au forfait. Quand tu suis un patient qui a une maladie neurodégénérative, peu importe, que tu as du temps pour coordonner les soins avec d'autres professionnels, que tu as du temps pour faire potentiellement ce suivi à distance, d'avoir une sorte de forfait qui embrasse ce genre de choses. Ou alors de valoriser davantage les premières séances, donc le bilan, pour encourager le turnover, et donc pas prendre un patient que tu vas voir 40 fois alors que des fois ça suffit en l'autonomisant, mais en essayant d'aller plus vers de l'autonomisation et de voir plus de patients différents plutôt qu'un patient que tu vois sur le long cours. Ouais, finalement c'est au-delà de la rééducation numérique, en fait c'est à discuter finalement dans un cadre plus large de la facturation à l'acte, parce qu'elle justement les limites que tu décris, elles sont valables indépendamment du fait qu'on utilise ce type de dispositif, parce que ça encourage à prendre des gens longtemps parce qu'il y a moins de turnover, et du coup c'est plus rentable et viable comme activité, donc c'est finalement c'est un cadre plus large, quoi. Exactement. Et si demain on accède au même type de code qu'aux États-Unis ou en Allemagne, on peut imaginer que le patient que tu suis pour une lombalgie, au même titre que parfois tu fais un plus quelque chose quand tu lui fais faire de la balnéo, là tu fais un plus quelque chose sur son acte, parce que derrière tu comptes le suivre à distance, et ça ferait un surplus de rémunération, et pour le patient un surplus de rééducation qui ferait en autonomie. Ok. Et donc, par contre, là, les exemples, alors je sais pas pour l'Allemagne, mais des États-Unis, le nombre de séances, du coup, on sait qu'il est drastiquement réduit, parce que les gens sont aussi remboursés bien moins longtemps de leurs séances, et la couverture de la sécurité sociale, l'équivalent, est moins importante. Imaginez à court terme ce type de cadre en France par rapport à là où on en est aujourd'hui, c'est quand même très ambitieux. Oui, en fait. C'est très ambitieux d'un point de vue du kinésithérapeute, mais en fait c'est très attendu d'un point de vue des patients, parce que quand tu donnes la parole justement aux patients qui sortent d'un centre de rééducation, parce que en fait nous nos principaux interlocuteurs c'est les centres de rééducation, c'est eux qui utilisent le plus d'applications, et c'est dans les centres un peu d'excellence qu'on travaille, ceux qui font vraiment de la neuro, donc qui est toute la journée, du toute la journée, et qui te disent que le patient il sort de son centre après 1 mois, 2 mois, 3 mois de prise en charge, il arrive chez lui, et là, soit il trouve aucun kiné disponible,
soit ils trouvent des kinés disponibles, mais qui sont pas du tout forcément formés pour le grand roulé, pour l'appareillage des patients amputés, même pour la santé de la femme, tu vois, ça peut être très compliqué de trouver des gens dedans. Et permettre un système où le kinésithérapeute est encouragé justement à plus de turnover mais sans abandonner le patient, hein, je veux dire en continuant de lui tendre une main pour qu'il soit accompagné à distance, c'est aussi permettre d'augmenter la couverture de services médicaux. Oui, alors bah après ça c'est difficile parce qu'il y a aussi des gens qui sont très attachés à l'idée de pouvoir bénéficier à l'année de massages chez leur kiné ou de séances de balnéo remboursées toute l'année quoi. Il y a quand même une vraie habitude de ça. Il y a beaucoup quand même de cabinets, je pense, enfin voilà, une majorité sans me tromper qui fonctionnent plutôt comme ça. Donc c'est pour ça c'est quand même, enfin on est très très loin par rapport au nombre de séances voilà aux États-Unis actuels. Et je pense aussi côté patient quand même, en tout cas d'une partie de la population, que ce serait un changement important et qui va pas venir du jour au lendemain, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Il y a des habitudes de cabinet, il y a des habitudes chez les patients. Ouais. Ça change très lentement. En fait, nous, ce qui nous drive, en tout cas, dans ces recherches, dans les nouvelles propositions, c'est comment tu favorises l'accès aux soins dans le grand handicap, notamment. Dans les patients qui vraiment ont ce problème chronique et qui ne trouvent pas de preneur en première invention. Voilà, c'est un peu la préoccupation qu'on a en tête. Ok. Et du coup, c'est quoi votre votre premier pas, parce que justement, ça semble quand même enfin voilà, c'est difficile quoi d'imaginer, enfin à part à mener des actions de lobbying. Alors tu aimes peut-être pas le terme, hein, mais c'est clairement c'est ça en fait, hein, c'est convaincre les services publics que c'est moralement justifié, empiriquement justifié de changer le mode de rémunération, au moins pour des pathologies chroniques. Ah mais on est exactement dans la scène du lobbying en fait. Et tu dois donc ça c'est l'action de l'ordre de kiné, des URPS aussi, tu vois, du CMK, de dire voilà en fait nous rééducateurs, qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qu'on apporte à la société, pourquoi notre action est importante et quel cadre réglementaire de facturation on doit avoir pour que ça soit amplifié. Et donc nous la société pour laquelle je travaille, son rôle, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, en fait, ça paraît peut-être pas intuitif pour vous actuellement, cette rééducation à distance, cette kinésithérapie augmentée par la technologie, mais regardez ce que ça apporte. Regardez nos études et nos résultats qui montrent le bénéfice apporté pour derrière enclencher les changements réglementaires. Ouais. Parce qu'en plus, il y a ça aussi. C'est vrai que je sais pas s'il y a des sondages qui sont faits, alors sûrement pas en France, mais sur justement l'opinion des professionnels de santé sur la tarification à l'acte. Il y a des sondages, des enquêtes qui existent par rapport à. Ouais, non, il y en a pas. Je sais pas. Ce que je peux te dire en revanche, c'est que on va avoir des collègues en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne par exemple, là où le nombre de séances va être vraiment beaucoup plus limité. Là, tu as une ligamentoplastie du genou. En fait, c'est 10 séances et pas plus. Effectivement, les patients, en fait, ils sont beaucoup plus regardants sur ce qu'ils font en séance et comment tu peux l'optimiser. Ok. Tu sais si en Suisse aussi il y a ce type. Non, tu sais pas comment ça fonctionne en Suisse? Ok. 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 Eh ben écoute, ouais, je sais pas. Alors, moi, si t'as d'autres éléments, d'autres angles que tu voulais aborder par rapport à ce qu'on a dit déjà, parce que ouais, pour moi, enfin, de toute façon, il n'y a pas d'autre issue possible que arriver à mener à bien vos actions de lobbying, quoi. Et peut-être que ça passe effectivement aussi par, convaincre, sensibiliser
aussi les kinés, les professionnels de santé du terrain, au-delà des services publics, de l'intérêt pour eux aussi, en termes de santé publique en général, mais aussi pour eux, de se passer de la tarification à l'acte. Parce que finalement, c'est ça, quoi. Enfin, pas s'en passer, mais pour certaines pathologies ou dans certains cadres, qui est autre chose que la rémunération à l'acte, quoi. C'est tout repose là-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, là où c'est très compliqué, c'est que la sécurité sociale, qui est en fait un gestionnaire des sous publics, hein, qu'est-ce qu'elle fait quand elle décide d'instaurer un mode de facturation? Eh ben, elle regarde ce qui va être le plus égalitaire, mais aussi elle va regarder ce qui évite le plus possible de dérives. Et donc, le fonctionnement à l'acte, son désavantage, c'est que il favorise la multiplication des actes qui sont, si possible, courts et peu qualitatifs. Parce qu'en fait, tu vois bien comment ça marche. Faire 10 petits actes, en fait, t'es mieux payé que faire 5 gros actes qualitatifs. Bon, ça, c'est très clair. En revanche, à l'inverse, le fonctionnement par forfait, qu'est-ce que ça peut inciter? Eh ben, c'est la même chose, en fait. Ça peut inciter le fait de prendre un patient sur 6 mois, sur une temporalité de 6 mois, et puis, donc, de toucher le forfait correspondant, mais finalement de le faire revenir aussi 6 mois supplémentaires parce que t'es pas arrivé au bout de ton soin, et c'est ce qu'on voit malheureusement en orthodontie. La dérive en orthodontie, là où eux sont pas payés à l'acte, mais ils sont payés sur un forfait qui dure 6 mois, c'est que un soin dentaire qui pourrait durer, l'orthodontie qui pourrait durer 1 an et demi, quand t'arrives à la limite c'est 1 an et demi, ça va durer plutôt 2 ans, 2 ans, carrément. Ok. Alors, ouais. Moi, de toute façon, j'en reviens toujours au même point quand on discute finalement de choix comme ça politiques. En fait, je regarde les choses finalement à un échelon plus large, qui est qu'aujourd'hui, en France, à part en faisant du lobbying, en fait, on n'a aucun, en tant que citoyen ou kiné, marge de manœuvre pour faire passer, par exemple, une proposition de loi qui modifierait un article du Code de la santé publique, etc. Moi, j'en reviens toujours là, et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je m'implique pas sur des choses de l'ordre du lobbying, par exemple, pour passer à la tarification, une tarification différente, et que je m'investis à un niveau méta sur finalement qui prend les décisions en France et comment faire pour que des initiatives par le bas, typiquement de professionnels de santé du terrain, de citoyens, de patients, puissent, si elles recueillent un nombre suffisant, bien sûr, d'appuis et de signatures, proposer une réforme sans devoir aller faire du lobbying, aller s'investir dans des syndicats, mais même les syndicats en fait, ils ont tellement peu de poids aujourd'hui en France, malgré toute la bonne volonté et l'investissement des gens qui sont dedans, mais c'est pour moi j'en reviens toujours à un problème politique plus large qui est qui prend les décisions en France, et que d'énergie dépensée pour faire du lobbying. Je sais pas toi ton avis là-dessus, mais Ah oui, non, mais c'est sûr. Et de toute manière, je pense qu'une personne à l'échelle individuelle, ça aussi que un influenceur avec des milliers de personnes qui te suivent. Non, en fait, il faut que tu passes à l'échelle institutionnelle. Là, tu vas au sein de l'entreprise, il y a vraiment quelqu'un qui est quasiment, qui est pas dédié à ça, mais qui a une grosse partie de son activité à aller voir les gens des différentes instances, se faire connaître, présenter le projet, montrer patte blanche, être rassurant. Euh, et oui, ça passe comme par ça. ouais. Il faut avoir envie quand même, franchement. Mais bon, il faut bien des gens qui pour que ça avance, il faut qu'il y ait des gens qui s'impliquent. Et si c'est toi quelque chose qui est important, c'est bien que tu mettes, c'est chouette qu'il y ait les gens qui mettent de l'énergie là-dedans, quoi. C'est ça. Et en tout cas, à l'échelle de notre conversation, il y a ce qui se passe au niveau collectif, mais aussi ce qui se passe au niveau individuel. Et j'ai vraiment l'impression que au sein d'un cabinet, il y a aussi une petite tambouille de facturation qui se met en œuvre. Tout comme au sein d'un hôpital, d'une clinique, il y a une tambouille d'actes de cotation. Et ça, c'est vraiment mes syndics qui gèrent ça. C'est comment on peut finalement optimiser un petit peu les cotations entre ce qui est tarifaire, ce qui l'est pas, etc. Pour que finalement on se rapproche le plus possible du meilleur soin possible pour le donner aux patients. Et je pense que il y a des trucs et astuces quand même, et ça c'est ce que tu vas notamment toi chercher dans tes retours d'expérience. Il y a des trucs et astuces quand même à avoir en tête pour grappiller du temps, grappiller de l'argent, des choses comme ça. Gérer un peu les actes qui sont très rémunérateurs, effectivement. Oui, complètement. Pour finalement réussir
quand bien même à aller injecter du temps pour lui. Bah, l'exemple classique et que font énormément de kinés, mais que personne ne dit publiquement, c'est que par exemple, bah tu passes 2 ou 3 journées par semaine dans un EHPAD ou une maison de retraite, à avoir un volume de patients important. Bien sûr, tu fais bien ton travail et tout, mais tu peux te permettre de faire des séances très courtes quand même, parce que les gens sont pas forcément demandeurs de séances longues. Il y a certains kinés qui peuvent voir 12, 15 patients par demi-journée, voire plus. Les patients, bon, tu peux les voir 3 fois par semaine. S'il y en a un ou deux qui est pas dans sa chambre, enfin voilà, tu fais ça. Et à côté, tu fais ça aussi parfois pour justement pouvoir prendre le temps. Par contre, à côté, d'avoir des enfants porteurs de polyhandicap avec lesquels tu passes 1 heure en séance plus 1 heure derrière avec les parents qui ont 15 000 questions et tu équilibres comme ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est des choses qu'on fait tous en tant que kiné, mais qui sont pas ultra satisfaisantes quand même. Voilà, c'est pas forcément. Ah oui, 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 oui. Voilà. Et effectivement, après, tu peux avoir des fonctionnements comme ça. Parce que je te dis, oui, c'est un exemple que j'entends souvent. Hein. Alors, j'avoue que j'ai un avis assez élargi là-dessus, mais d'aller justement prendre sur des actes seulement que tu fais pas, hein, quand tu toques à la porte, est-ce que vous avez marché? Non, bah, c'est pas grave, on se voit demain, mais que l'acte est facturé, pour derrière, potentiellement, potentiellement aller faire un acte mieux valorisé, enfin, où tu vas prendre plus de temps. Bah, j'avoue que là, on est sur des débats éthiques, On est sur la réalité du terrain, vraiment. C'est voilà, c'est pas pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est que c'est une vraie réalité qui a beaucoup de kinés qui fonctionnent un petit peu voilà comme ça, sans dire que tous les kinés qui interviennent en EHPAD c'est avec cet état d'esprit-là ou qui facturent tous des. Mais bon, faut quand même pas nier que c'est voilà, il y a certains kinés dont c'est la façon de pratiquer et ceux qui leur reprochent ça, on peut peut-être remettre aussi la faute sur justement notre système de tarification qui encourage complètement plutôt ce type de comportement quoi. Voilà. Bon, il nous reste un peu, je sais, ouais, je pense qu'on peut finir là. Enfin, sauf si t'avais des choses vraiment importantes. Ouais, ouais, c'est sûr. discussion, mais en tout cas, ça permet d'élargir un peu l'esprit, et d'avoir conscience un petit peu des enjeux, enfin, en tout cas, des différents, voilà, à l'acte. Puis bon, on verra dans les années à venir comment le, Super. Et du coup, toi, là, donc, je vais sûrement rendre cette vidéo publique, là, si ça a marché, je sais pas. Si c'est le cas, qu'est-ce que toi, t'es contactable comment s'il y a des gens qui souhaitent échanger à ce sujet? sur LinkedIn ou par mail, Link. thomas.davergne@gmail.com. Ok, super. Bah, je mettrai ça si ça a fonctionné. Ok. Et bonne suite de réunion à toi alors, si t'as une réunion à venir. À une prochaine. Salut.